Générique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo querelle. Il s'agit de la suite de la première vidéo qui parlait des cartes d'abonnement illimitées en salle. Dans cette deuxième partie, que vous pouvez voir sans avoir vu de la première, nous allons parler des plateformes de streaming, comment elles sont apparues, comment elles ont changé nos modes de consommation et ce que leur fonctionnement implique. Et pour ça, il faut parler de comment on voyait les films et les séries à la maison il n'y a pas si longtemps. Retour aux fameuses années 80. Au début de la décennie d'E.T., sur notre TV nationale, il y avait 3 chaînes. On pouvait y voir quelques films à condition d'être devant son poste à l'heure dite. Et même en couleur, si on avait la chance d'avoir un téléviseur qui offrait la couleur. Pas de magnétoscope, donc pas de possibilité de consulter une œuvre à loisir. Progressivement, Canal+ est arrivé avec une offre de l'espace, mais au tarif intimidant. Des films, quasiment toute la journée. Et de la VO. Une première révolution. La deuxième révolution fut l'arrivée dans les foyers des magnétoscopes VHS. La guerre opposant la VHS au format Sony, le Betamax, pendant grand public du Betacam réservé aux chaînes de télévision, s'achevant lorsque le médiocre VHS put sortir un magnétoscope en dessous du prix psychologique de 7000 francs, environ 1075 €. A noter qu'en 1986, le SMIC était autour de 4500 francs. Bon, à l'époque, on avait moins d'équipements, pas d'ordinateur, pas de smartphone, moins de postes de dépenses socialement contraints. Dès lors, on pouvait enregistrer les films, se créer une vidéothèque et s'échanger des cassettes. Je n'avais pas Canal+, mais je trouvais des proches pour m'enregistrer des films. J'avais un mur de VHS pour lequel mon père avait dû concevoir sur mesure des étagères. Une joie améliorée par les vidéoclubs et l'accès à la location d'une offre qui grandissait à vue d'œil. Puis, je me rappelle cette conversation avec un ami journaliste très au fait des dernières infos dans la dernière partie des années 90. Il me décrit ce qu'était Internet et les possibilités que ce système de réseau allait apporter. Je dois admettre mon incrédulité totale à l'époque. Cela paraît fou parce que, pour un vieux débris comme moi, 1999, c'est avant-hier. Cette année-là, 6% seulement des Français ont accès à Internet, 30% seulement en 2004. En 2020, on flirte avec les 95%. Tout s'accélère, notamment avec les débits ADSL et actuellement la fibre. Le pionnier, c'est Mega Upload. Le site pirate de son célèbre créateur, Kim.com, vendait des abonnements pour obtenir en peer-to-peer ou en streaming la possibilité de visionner une offre de films et de séries gigantesques en illimité, en toute illégalité bien sûr. Si l'aventure se termina par une extradition pour incarcération aux USA de Kim, le concept a donné des idées. Le site de location de DVD par internet Netflix, qui avait lui aussi lancé son service de VOD en streaming, va profiter de la fermeture de Mega Upload pour récupérer les utilisateurs démunis et habitués à payer un abonnement. Le reste est une stratégie agressive et habile qui amènera loin la plateforme. Les services de streaming ont déployé ce schéma commercial sur nos téléviseurs, dans nos ordinateurs et jusque sur nos téléphones portables. Si je veux regarder Fury Road sur mon téléphone dans un transport en commun, je peux le faire, même si cela n'a aucun sens. L'investissement massif dans les séries de ces dernières années vient de ce phénomène. En effet, le syndrome de Scheherazade permet de capturer durablement l'attention des spectateurs et les cliffhangers de fin d'épisode ramènent les spectateurs pour un autre. Pour rappel, Scheherazade avait trouvé cette méthode pour survivre au sultan qui tuait tous les matins sa maîtresse de la veille. Scheherazade opta donc pour raconter l'histoire de Ali Baba
En feuilleton quotidien, prenant garde de laisser l'histoire en suspense. Plutôt repasser à la casserole que passer sur le bio. Quant à capturer les abonnés dans la durée, c'est un jeu savant entre la fin d'une saison qui fait languir pour la reprise de la saison suivante et une autre série entamée avant la fin de celle-ci. Pour les spectateurs, c'est une période d'opulence. La concurrence qui fait rage non plus pour votre temps de cerveau disponible, référence au patron de TF1 et sa formule maladroite, mais pour votre engagement. La conséquence est une orgie de programmes, des débouchés pour des idées qui auraient été placardisées auparavant et un certain embarras du choix. Pour le prix d'un abonnement à Canal+, qui n'a plus la Ligue 1, plus le foot anglais et dont le film X mensuel est devenu obsolète, vous pouvez souscrire à Netflix, Prime Video et Disney+. En outre, ces abonnements vous autorisent à faire votre programmation et vous proposent des outils modernes pour gérer vos projets de visionnage. Mais vous connaissez tout ça peut-être mieux que moi. Un algorithme va même vous proposer des choix par l'analyse de vos choix précédents. Toujours s'affichera pour vous une trouvaille conforme à vos goûts, perpétuant l'idée que vous avez eu raison d'avoir pris cet abonnement. Si une série ou un film ne remplit pas les objectifs d'abonnement, de suivi par les abonnés et à la marge un succès critique pour renforcer la marque, malheur à eux. Les déprogrammations sauvages de séries inachevées sont pléthores. Qu'importe la base des fans. Si les aficionados sont des clients fidèles, ils ne comptent pas. Ceux qui sont importants, ce sont les nouveaux et ceux qui partent ou voudraient partir. Ainsi, les séries qui remportent de grands succès n'ont aucune garantie de se voir pérennisées si leur notoriété ne fait pas venir du monde ou ne fait pas rester. Je prendrai ici l'exemple de I Am Not Okay With This. Go fuck yourself. Une série qui a beaucoup plu, inspirée de Carrie, placée dans le top de visionnage, mais dont les thématiques et le traitement n'ont pas créé un engouement comme a pu le faire Stranger Things. C'est bien, ça plaît, mais cela ne devient pas une vitrine pour Netflix. Pas de saison 2 dehors. Netflix ne communique jamais ses chiffres d'audience. Les fidèles pourraient voir qu'il ne s'agit pas d'eux, mais de la politique de croissance. Chaque fois qu'on entend qu'un film ou une série sont des succès sur la plateforme, ce n'est qu'un sentiment lié au bruit sur la toile, les infos de téléchargement illégaux ou éventuellement le top 10 de la plateforme. De tout temps, les séries ont été victimes de leur support. En télé, la durée imposée des diffusions quotidiennes ou hebdomadaires créait régulièrement des moments inutiles de flottement propres à remplir les minutes que l'idée de départ du scénario ne permettait pas de compléter. Le rythme des coupures pub imposait un découpage des scènes hyper strict. Il fallait parfois même un flashback en sortie de pub dans les 52 minutes diffusées en 90 minutes et plus aux USA. Sur les plateformes, les séries commencent à s'émanciper de la durée et n'ont jamais eu à se soucier des coupures. Le nombre d'épisodes aussi évolue. On est loin des saisons de 21-24 épisodes utiles pour remplir 2 semestres de télévision. Et pourtant, la grammaire évoluant avec les moyens et les attentes, de nombreuses séries qui marchent voient leur temporalité s'étirer de façon stérile. Il ne faudrait pas résoudre les intrigues qui captivent l'auditoire trop vite. Quant aux séries qui sont arrêtées, rares sont celles qui ont l'opportunité de clôturer leur arc narratif. On jette le bébé avec l'eau du bain. Alors certes, les plateformes produisent de bonnes choses, par accident parfois, par souci de faire parler d'elles, ou pour prendre les circuits classiques à la gorge. I want you to meet my cousin Russell Buffalino. How are you? Hi, nice to meet you. It was like the army. En ces heures sombres, et à l'aune d'un nouveau confinement, les plateformes offrent une planche de salut à certaines productions qui peuvent espérer des débouchés, limitant la casse du Covid-19. Pour les citoyens, c'est une respiration incroyable. Les mêmes conditions en 1985 auraient été totalement différentes. Au programme, à heure fixe, Amour, gloire et beauté. Amour, gloire et beauté. Derrick. Des chiffres et des lettres.
il aurait fallu avoir une grosse bibliothèque pour compenser. Ben oui, on ne pouvait pas se faire livrer des bouquins tranquilles chez soi. Pour le CNC, c'est la poisse. Pour rappel, un pourcentage de chaque ticket de cinéma, y compris un montant négocié sur les cartes d'abonnement, revient à l'aide à la production d'œuvres françaises. Quand un film sort sur une plateforme, pour l'heure, rien ne va à l'exception culturelle française. Et quand on voit l'inefficacité des pouvoirs publics à imposer des taxes aux géants du net, on peut se poser la question sur la réussite des négociations allant dans ce sens. Là encore, c'est une phase de transition et le Covid joue un rôle d'accélérateur des transformations. La régulation dans notre démocratie est en revanche beaucoup plus lente. On peut craindre dès lors des dégâts importants sur la production, la distribution et les salles. Voir des algorithmes et des actionnaires aux commandes du futur de ce que nous allons pouvoir regarder, ce n'est pas rassurant. Je pense que la conversation amorcée dans ces deux vidéos trouvera un espace de dialogue dans un live prochainement. J'attends comme toujours à cet effet vos commentaires, vos réflexions, vos compléments d'information. J'ai forcément été incomplet en quelques minutes sur un tel sujet. Et comme c'est la fin de cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore le cas, à activer la cloche pour ne rien rater, liker la vidéo si elle vous a intéressé. Portez-vous bien et que la force soit avec vous. Ciao!